Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Regard Humanitaire, à la une de l'actualité. Des leaders communautaires et représentants de la société civile ont formulé leurs priorités pour le prochain financement du Fonds mondial en Haïti. 3 jours de consultation pour tenter d'orienter les investissements destinés à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme entre 2027 et 2029. Nous reviendrons également sur la 7e édition de la foire de santé organisée par l'ODELPA à l'occasion de la fête des mères. Une centaine de femmes issues de quartiers vulnérables et de sites déplacés internes ont bénéficié de consultations médicales gratuites. Nous avons suivi le parcours de Juna, mère de famille, venue chercher des réponses à ses préoccupations de santé. Dans cette édition également, la CNDDR réfléchit à la prévention et la réinsertion des mineurs exposés aux groupes armés, tandis que les leaders religieux du pays se mobilisent autour des questions de paix, de cohésion sociale et de réinsertion des jeunes. Et puis, l'environnement sera aussi au rendez-vous avec le lancement de la 4e édition du concours Écogénie destiné aux élèves de plusieurs départements du pays. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal de Regard Humanitaire sur Radio Télémoussa. En début de semaine, nous vous annoncions l'ouverture d'un atelier de consultation communautaire consacré à la préparation de la prochaine demande de financement d'Haïti au Fonds mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. 3 jours plus tard, les consultations sont terminées. Réunis à Pétionville, une quarantaine de leaders communautaires et représentants de la société civile ont tenté de dégager les principales priorités des communautés affectées pour le prochain cycle de financement couvrant la période 2027-2029. Unifontal et Mackenzie Baris nous en dit plus. L'enjeu est de taille. Au cours de ces 3 jours de consultation communautaire, les participants devaient identifier les activités prioritaires à financer au cours de ces 3 prochaines années, dans un contexte marqué par une baisse annoncée des ressources disponibles. Nous définissons les priorités, nous, dans l'atelier. Nous baillons les besoins des associations de PVVH. Donc, nous espérons que vous pourrez tenir compte de mettre en application. Au-delà des besoins exprimés par les personnes vivant avec le VIH, les participants ont également insisté sur la nécessité de préserver les acquis obtenus au cours des dernières années et d'améliorer l'accès aux services pour les populations les plus exposées. Et attendant, c'est que gagner une amélioration qui peut être à travers les 3 maladies pour la communauté, spécialement pour les PVVH, pour que les gens ont espéré là, au milieu de 2030, qui gagne possibilité pour gagner une réduction totale de nouvelles infections et moun continuer à joindre traitement, joindre médicaments, joindre services qui est approprié avec besoin. Autre acteur incontournable de la riposte, le secteur des populations clés a lui aussi pris part aux discussions. Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, personnes transgenres, travailleuses et travailleurs du sexe ou encore personnes privées de liberté. Tous font partie des groupes particulièrement concernés par les interventions financées par le Fonds mondial. Pour la représentante du secteur PS, une meilleure coordination entre les différentes composantes de la société civile demeure indispensable. Bon, normalement, moi estime son continuité est bon parce qu'en Haïti nous pas ça dans culture nous. Fois ça est différent parce que c'est intégration. Et l'offre une proposition pour un secteur, c'est pas secteur là seulement que les viser tout secteur. Un constat partagé par Dominique, représentant du secteur trans, qui estime que plusieurs préoccupations exprimées depuis des années méritent désormais des réponses concrètes dans le prochain cycle de financement. Moi, je pense que à partir de travail ça et nouveaux recommandations et Fonds mondial, donc c'est nous vraiment dans route côté avec plus autonomisation de OSCE, avec plus travail en commun qu'a fait, avec plus collaboration, donc c'est que ça peut vraiment depuis nous vraiment fonctionner, j'ai bon fonctionner, avec des résultats vraiment qui flagrants et qui impactants pour la communauté.
Du côté des organisations non gouvernementales locales, les discussions ont surtout porté sur la faisabilité des activités proposées et sur les mécanismes susceptibles de garantir leur mise en œuvre effective sur le terrain. Et je pense que quand même, nous avons essayé des frontières nationales avec, étant donné qu'actuellement, tous les bailleurs confrontent certaines difficultés en matière de disponibilité de fonds. Donc il faut inévitablement fixer les priorités pour voir quelles sont les activités qui effectivement vont permettre d'avoir les résultats escomptés en matière de VIH/PB, madame. Au terme des travaux, les participants ont identifié plusieurs activités prioritaires, défini des pistes de mise en œuvre et amorcé un travail de budgétisation destiné à alimenter la future proposition nationale. Il faudrait vraiment que le ministère s'assure que ces priorités soient prises en compte parce qu'en fait, elles représentent un besoin et qui ont été exprimés et qui en quelque sorte constituent vraiment l'orientation à donner au programme pour pouvoir vraiment donner satisfaction en quelque sorte au bailleur qui est en train de nous donner des fonds. Parce qu'en fait, nous n'ignorons pas qu'actuellement, il y a vraiment beaucoup de problèmes de financement et les fonds doivent être dépensés judicieusement et avec toutes les orientations qui ont été données. Donc, je suppose que à tous les niveaux, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau communautaire, les directives qui ont été données par le bailleur seront prises en compte. Pour le président du Forum de la société civile, malgré les contraintes de temps et de logistique, l'exercice a permis aux différents secteurs de faire entendre leur voix et de contribuer à l'élaboration d'une proposition plus proche des réalités communautaires. Nous venons finaliser le dialogue avec la société civile pour nous montrer tout le budget, toute la gagne, 3 emplois généraux, tout ça, la société civile a besoin pour adresser dans le VIH, TB, malaria, droits humains, donc c'est ça. Mon doigt c'est unité. Unité parce que le financement a baissé, le financement pour le VIH a baissé. Donc là, c'est pratiquement tout le monde ensemble, c'est plus force ensemble pour nous aboutir à beaucoup meilleurs résultats. Tout en répondant davantage aux besoins des populations les plus vulnérables. La détérioration de la situation sécuritaire en Haïti risque d'aggraver davantage la crise nutritionnelle qui touche déjà des milliers d'enfants à travers le pays, selon les dernières analyses du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère a augmenté de 19% cette année. Plus de 125 000 enfants sont actuellement exposés à cette forme grave de malnutrition ainsi qu'à des maladies associées. L'étude révèle également que près de 1,64 million de personnes se trouvent en situation critique de sécurité alimentaire aiguë, particulièrement dans plusieurs régions du pays fortement affectées par la violence. L'UNICEF souligne que l'insécurité persistante dans les départements de l'Ouest et de la Tibonite complique l'acheminement de l'aide humanitaire et fragilise davantage le système de santé. À l'occasion de la fête des mères, l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté ODELPA a organisé ce samedi à Delma la 7e édition de sa foire de santé autour du thème « Santé maman, c'est force famille ». Une centaine de femmes issues de quartiers vulnérables et de sites de déplacés internes ont bénéficié de consultations médicales gratuites, de séances de sensibilisation et d'un accompagnement psychosocial. Parmi elles, Juna, 39 ans, mère de 3 enfants. Depuis plusieurs mois, elle vit avec une inquiétude. Elle pense être enceinte sans avoir les moyens de consulter un médecin. Nous l'avons suivie tout au long de cette journée. Suivez ce reportage de Rogelé Joseph et Makéli Frontal. Elle s'appelle Juna. À 39 ans, mère de 3 enfants, elle est venue chercher une réponse à une question qui la préoccupe depuis plusieurs mois. Depuis le mois de février, Juna n'a plus ses règles. Elle pense être enceinte, mais faute de moyens financiers, elle n'a jamais pu consulter un médecin ni réaliser un test de grossesse. Moi, depuis le mois de février, mois de mars, moi, réglé. Dans son quotidien, les dépenses de la famille passent avant tout le reste. Je suis à l'hôpital, là, avec problème, et l'indice de 20.
Lorsqu'elle entend parler de cette journée de consultation gratuite organisée par Odelpa, elle décide de tenter sa chance. Très tôt ce samedi matin, elle arrive sur le site. Autour d'elle, des dizaines de femmes patientent pour bénéficier des différents services proposés. Chaque année, je toujours participé là-dedans. On est toujours venu, grand invité, toujours venu. Mais pour Juna, l'objectif est simple, comprendre ce qui se passe dans son corps. Les minutes passent, puis les heures. À 10h30, elle attend toujours. Malgré l'impatience, elle garde sa carte entre les mains. À 10h40, elle entend enfin son numéro. Numéro 28. Un sourire discret apparaît sur son visage. Avant d'entrer dans le circuit médical, elle échange quelques mots avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR, partenaire de l'activité. Quelques instants qui semblent la rassurer davantage. Moi, je représente UNHCR. UNHCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui baille Odelpa fonds pour capable faire activité clinique ça pour aider tout le monde qui a besoin. Est-ce que on bagaille au dire UNHCR pour activité ça? Je dis grand merci parce que c'est ma première année. Je dis staff la merci un peu tout. Dans la salle des signes vitaux, les premières vérifications sont effectuées. Toutes les informations sont enregistrées avant son orientation vers la salle de consultation. Quelques minutes plus tard, elle prend place face à la docteure Jasmine Jean-Louis. Le diagnostic clinique commence. Questions, observations, vérifications. Puis viennent les premières conclusions. Bon, c'est un cas qui très souvent que nous rencontrons. C'est un cas qui est normal, tout le monde qui est en début de grossesse et puis qui a une anémie qui est accompagnée. Bon, probablement, il va anémie parce que sans résultat des examens, on ne peut pas confirmer à 100%. Donc, moi-même, je conseille pour aller à l'hôpital pour faire suivi. Parce que de février à mai, ça va presque 3 mois. Donc, pour aller faire des bilans de la grossesse. Une nouvelle qui provoque chez elle des sentiments partagés, le soulagement de voir ses inquiétudes prises en compte, mais aussi l'incertitude face à l'avenir. Je dis bon Dieu, merci, je suis content de faire, mais bon Dieu, nous. Entre-temps, la consultation révèle également une tension artérielle basse ainsi qu'une anémie modérée. Des médicaments et des vitamines lui sont prescrits. Les médicaments que j'ai prescrits là, puisque quand on a confirmation de s'il y a un grossesse ou pas, il est juste un médicament, l'estomac, parce que l'estomac, et puis une balle de vitamine C. Juna va donc repartir avec le cœur un peu léger et un profond sentiment de gratitude. Je dis merci avec le comité de départ. Je dis grand merci tout à tout le staff qui te recevoir mieux. Je dis un grand merci avec Télénoussa. Et bon Dieu est capable de bénir dans le travail à faire. Comme Juna, une centaine de femmes et de jeunes filles venues de plusieurs communautés vulnérables ont bénéficié de cette initiative. Pour Odelpa, l'objectif est de rapprocher les services de santé de celles qui, bien souvent, n'ont pas les moyens d'accéder à une consultation médicale. Nous offrons à maman Sayo majoritairement qui sorti dans camp déplacé interne dans la zone métropolitaine ensemble avec le quartier qui lui-même qui sous-poids violence là. Une journée côté nous offrir consultation générale en façon pour connaître qui ça a passé dans la santé yo et permettre yo tout bénéficier de support psychosocial. En fin de journée, les médecins dressent un bilan positif de cette 7e édition de la foire de santé. Pour journée, nous environ
100 patients et plus. Et c'est la première fois nous jouons un pile cas de grossesse là-dedans. C'est ça qui a attiré l'attention. Et puis deuxièmement, nous jouons un pile cas céphalée. Nous pensons que qui avec problème de stress, parce que pile monde nous consulte aujourd'hui, c'est mon nakaro. Et nous en pile cas de IgU qui c'est infection génito-urinaire. Et puis nous jouons un pile cas H. pylori et puis tension et cas hypertension qui est milianaire. Mais derrière les consultations réalisées se cachent aussi des parcours difficiles. Certaines participantes ont dû quitter très tôt des quartiers affectés par l'insécurité ou des sites de déplacés internes pour accéder à ces services de santé. On connaît aujourd'hui à ces fêtes maman, on connaît toute femme c'est maman. Mais nous-mêmes là, ouais, comme on connaît pour Jean-Pays et infection, maladie, pas de traité, mesdames yo malades. Après plusieurs heures passées sur le site, Juna reprend le chemin du retour. Elle n'a pas encore toutes les réponses, mais elle repart avec un traitement, des recommandations médicales et la perspective d'un suivi plus approfondi. Pour cette mère de famille, comme pour les nombreuses femmes présentes ce samedi, cette journée aura surtout été l'occasion de reprendre contact avec un droit fondamental, celui d'avoir accès aux soins de santé. Célébration de la fête des mères en Haïti le dimanche 31 mai 2026. Cette journée a été marquée par des hommages nationaux et des activités communautaires soulignant le courage, le dévouement et la résilience des mères face aux difficultés qu'elles font face à travers le pays. Plusieurs initiatives locales et sportives telles que des matchs amicaux et des projets communautaires ont été organisés à travers le pays pour mettre en lumière les mamans. Le gouvernement, de son côté, a adressé ses vœux à toutes les mères haïtiennes tout en formulant des prières pour leur protection et pour l'avènement d'une Haïti plus paisible et plus unie. Merci de suivre le journal Regard Humanitaire sur Radio Télé Moussa. La détérioration de la situation sécuritaire en Haïti risque d'aggraver davantage la crise nutritionnelle qui touche déjà des milliers d'enfants à travers le pays. Selon les dernières analyses du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère a augmenté de 19% cette année. Plus de 125 000 enfants sont actuellement exposés à cette forme grave de malnutrition ainsi qu'à des maladies associées. L'étude révèle également que près de 1,64 million de personnes se trouvent en situation critique d'insécurité alimentaire aiguë, particulièrement dans plusieurs régions du pays fortement affectées par la violence. L'UNICEF souligne que l'insécurité persistante dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite complique l'acheminement de l'aide humanitaire et fragilise davantage le système de santé. L'étude révèle également que près de 1,64 million de personnes se trouvent en situation critique d'insécurité alimentaire aiguë, particulièrement dans plusieurs régions du pays fortement affectées par la violence. L'UNICEF souligne que l'insécurité persistante dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite complique l'acheminement de l'aide humanitaire et fragilise davantage le système de santé. Le ministère de la Santé publique et de la population a mis fin vendredi à une campagne de vaccination de 5 jours contre la diphtérie dans les établissements scolaires du département de l'Ouest. Cette opération visait les élèves âgés de 6 à 15 ans dans plusieurs communes du département. Selon les autorités sanitaires, 1398 cas suspects et 129 cas confirmés de diphtérie ont déjà été recensés à travers le pays. Arracher les enfants et les adolescents vulnérables à l'influence des groupes armés et leur offrir des perspectives d'avenir. Telle est l'ambition affichée par la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, la CNDR. Réunie à Pétionville à l'occasion d'une journée de réflexion consacrée à la prévention et à la réinsertion des mineurs en situation de vulnérabilité, représentants de l'État, organisations de protection de l'enfance et partenaires internationaux ont échangé sur les réponses à apporter à ce phénomène. Marc Célisma et Marc-Élie Fontaine nous font le point. Cette rencontre a permis de réfléchir aux mécanismes de prévention et de réinsertion destinés aux enfants et adolescents exposés à la violence des groupes armés, comme l'explique la directrice de la CNDDR dans son discours d'ouverture.
Aujourd'hui, nous allons parler de sujets importants. Nous allons réfléchir sur des thématiques, la prévention et la réinsertion. Hier soir encore, je réfléchissais sur ces deux thématiques et je me suis dit, pourquoi on est appelé aujourd'hui à parler de prévention? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Pour l'Institut du bien-être social et de recherche, IBESR, l'un des principaux défis demeure la coordination entre les différentes structures appelées à intervenir auprès de ces enfants. Sa directrice insiste sur la nécessité d'une action concertée. En général, faiblesse que nous comptons gagner, c'est le manque de coordination qui gagne entre institutions. Et il est important aujourd'hui que Bien-être social, qui est organe de protection Timoun, travaille main dans la main avec CNDDR. Lui-même, il peut aller vers groupe armé, peut-être négocier, récupérer Timoun. Mais là, récupérer Timoun, je pense que c'est l'important pour que Bien-être social qu'on y a entré en action. Au-delà de cette coordination, l'IBESR plaide pour une approche davantage centrée sur la protection de l'enfant. Pour l'institution, ces mineurs doivent avant tout être considérés comme des victimes évoluant dans un contexte marqué par la violence et l'insécurité. Ti moun qui supposé enrôler dans le groupe armé, moi pense que première considération nous, c'est pour nous c'est des ti moun qui victimes, c'est des ti moun qui pris en otage. C'est très important pour que ti moun sa yo gon considération particulière, en considération que yo réellement des victimes qui entraînent une dynamique de violence et qui est très difficile pour eux capables de sortir là-dedans, donc besoin de support communauté, ils ont besoin de support famille, institutions étatiques et CNDDR. Cette vulnérabilité est particulièrement visible chez les enfants confrontés au déplacement forcé, au refoulement ou encore à la séparation familiale. Une réalité observée de près par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés qui accompagne depuis plusieurs années des enfants exposés à ces situations. Il y a un petit monde qui rentre sur la frontière qui n'est pas accompagné de monde, de aucun parent, aucune famille. Donc c'est un pile là-dedans et qui restent sur la frontière, qui vivent dans la rue, qui vivent sur la place publique. Donc ces gens sont risqués et victimes de traite. Côté gang à recruter. Pour le GARR, la prise en charge de ces jeunes ne peut se limiter à leur retrait des groupes armés. La réinsertion demeure essentielle pour leur permettre de reconstruire leur vie et de retrouver leur place dans la société. Nous ne pouvons pas considérer eux comme des délinquants. Nous considérons la catégorie de gens qui rentrent dans le gang dans conditions comme des victimes. Cette réinsertion nécessite toutefois des structures capables d'assurer un accompagnement durable, un chantier sur lequel l'IBESR affirme déjà renforcer ses capacités d'intervention. Au niveau du bien-être social, nous travaillons depuis 2022 sous un hand-over protocole, ça aurait un transfert de prise en charge et de transfert des enfants. Maintenant, ça qui était en découlé de tout partenaire, de tout protocole, c'est que non seulement nous avons un centre, un CTO qui prend Timoun enrôlé dans le groupe armé, nous avons un deuxième qui a ouvrir les cailles et qui prend un centre qui sous 40 carreaux de terre que nous espérons qui arrive jusqu'à 1 millier d'enfants. Les travaux en atelier ont permis aux participants de formuler plusieurs recommandations portant sur la prévention de l'exclusion des jeunes, la réinsertion des adolescents démobilisés et leur intégration communautaire. Ils ont également conduit à la mise en place d'une sous-commission dédiée à la prévention et à la réinsertion. Cette démarche témoigne de la volonté des acteurs engagés dans ce processus de renforcer les alternatives à la violence et d'offrir de nouvelles perspectives aux enfants et aux adolescents les plus vulnérables. Reste désormais à traduire ces engagements en actions concrètes au sein des communautés touchées par la violence et l'exclusion sociale. Plusieurs représentants des confessions religieuses du pays se sont réunis les 28 et 29 mai 2006 à l'hôtel Royal Oasis afin de réfléchir aux enjeux liés à la paix, au civisme, la cohésion sociale et la réinsertion des jeunes. Cette conférence nationale des leaders religieux, initiée par le ministère des Affaires étrangères et des cultes, entend promouvoir de nouvelles approches pour faire face à l'insécurité qui affecte le pays. Mackenzie Lisma,
Epika, Emmanuel Niravine ont suivi les travaux. À cette conférence nationale, les leaders religieux ont pris part à des ateliers et des séances plénières. Les sujets discutés s'articulent autour de la prévention de la valeur communautaire, la prise en charge des victimes de violences et la promotion de l'éducation citoyenne. Le directeur général du ministère des Cultes nous rappelle l'objectif principal de cette conférence. Objectif, conférence nationale des leaders religieux, c'est débattre question sur situation de violence qui existait dans le pays. C'est débattre question sur quantité de monde qui est victime dans le pays ça avec violence, avec monde armé. Et puis, là nous chita nous fait une réflexion, nous voyons que il y a une pile tentative qui fait pour résoudre le problème de violence là par la violence. Et comme nous n'avons pas de résultat escompté, donc nous chita, nous faisons un programme pour une conférence nationale avec les leaders religieux parce que nous pensons que la religion généralement c'est pour la paix. Et comme nous avons besoin de la paix dans le pays, nous venons utiliser une autre approche. Les institutions religieuses devraient constituer une référence morale et sociale dans leur communauté. Leur implication dans ce processus de paix sont donc nécessaires à la reconstruction du pays. L'ancien président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Xantus, presse l'État à assumer ses responsabilités afin de mettre fin à ce climat de violence qui continue d'endeuiller bon nombre de familles haïtiennes. À côté de contribution, il faut que l'État réponde à responsabilité. Parce que la violence que nous avons vue aujourd'hui, il ne prend pas naissance pour continuer. Il prend naissance là où l'État n'a pas de responsabilité. Il y a une chose, c'est que l'État doit prendre responsabilité pour accompagner la population haïtienne, principalement les jeunes. Parce que les jeunes, c'est la future nation. Et si les jeunes levés dans conditions de violence, nous n'avons pas de pays. Monseigneur Dactignav Léon, patriarche de l'Église impériale d'Haïti, a de son côté salué cette dimanche. Il dit croire en la capacité des leaders religieux à œuvrer pour l'instauration d'un climat de paix dans le pays sans la médiation d'une instance extérieure. Je pense que c'est une conférence qui est nécessaire. C'est un point de départ pour chercher comment le pays est capable d'apprendre à résoudre le problème lui-même sans pas obliger de réunir notre instance dehors d'une faire médiation politique. À l'issue de cette rencontre, les leaders religieux ont adopté la déclaration de cette conférence nationale qui prévoit la mise en place d'un comité national de concertation interreligieuse pour des actions concrètes en faveur de la paix, l'éducation civique, l'accompagnement des populations vulnérables et l'insertion effective des jeunes. En marge de la conférence, la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Raina Faubin, a assuré que cette déclaration finale sera prise en compte dans le cadre du plan national pour la paix et la stabilité. Merci de suivre le journal Regard Humanitaire sur Radio Télé Moussa. Lancement le vendredi 29 mai de la 4e édition du concours Écogénie consacré à l'éducation environnementale. Cette compétition se déroulera dans 8 départements du pays autour du thème « Agir maintenant pour changer le monde ». Cette initiative est portée par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Maken Selisma et l'Unifrontal reviennent sur les temps forts de cette cérémonie. Avec l'appui de l'UNESCO, place l'éducation environnementale au cœur de cette priorité. Par ce concours, les organisateurs entendent sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux. Ils souhaitent également promouvoir auprès des jeunes en milieu scolaire les bonnes pratiques liées à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se trouve en première ligne de cette initiative, comme l'explique le chef de cabinet du ministre. Chaque année, les catastrophes naturelles viennent nous rappeler la fragilité de notre territoire. Inondations, érosion des sols, déforestation, pollution et effets du changement climatique affectent directement nos communautés. La 4e édition d'Écogénie réunira 8 écoles dans chacun des départements. Les établissements retenus s'affronteront autour de plusieurs thématiques, notamment la reforestation, les énergies renouvelables, les changements climatiques et la gestion de l'eau. Les participants seront regroupés en équipes de 5. Alex Pierre, directeur d'appui à l'enseignement privé et du partenariat, revient sur le déroulement de cette édition. La 4e édition
lancer sur des marchés qu'on a pour changer demain, et un slogan qui a marché qui s'est placé connaissance, notamment en Haïti. Intégrer l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. Comment, dès la rentrée scolaire, encourager les produits à réaliser des activités para-scolaires en lien avec l'environnement. Les élèves appelés à prendre part à cette compétition se disent particulièrement motivés. Ils comptent profiter pleinement de cette opportunité d'apprentissage et d'échange. Je suis motivée pour participer parce que dans participer dans un concours génie, c'est ce qu'on est en partage avec le monde, ne sont pas comme notre ville. On espère que m'a développé esprit d'équipe et que on va plus. Pour Jean-Luc Tondreau, représentant de l'UNESCO à cette activité, cette initiative revêt d'une importance particulière en plaçant les jeunes au cœur des solutions environnementales dans un esprit d'innovation et d'engagement citoyen. L'UNESCO lui-même a un mandat pour appuyer tout pays membre des Nations Unies. C'est ça que fait, nous avons aidé le gouvernement haïtien dans l'éducation environnementale pour nous capables de faire prévention contre le phénomène changement climatique là, qui affecte toute société, tout pays, et pour qu'en Haïti, nous soyons capables de venir des éco-citoyens. Pour sa part, le directeur général du ministère de l'Environnement, Joseph Emmanuel Philippe, le concours Écogénie s'inscrit dans le cadre de plusieurs programmes nationaux axés sur la gestion des déchets, la sensibilisation environnementale et la promotion de l'engagement citoyen. Le concours Écogénie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour former une nouvelle génération d'éco-citoyennes, d'éco-citoyens responsables, conscients des enjeux environnementaux et capables d'agir concrètement pour la gestion de ce territoire qui est nôtre. À travers cette 4e édition d'Écogénie, les autorités et leurs partenaires entendent renforcer l'éducation environnementale en milieu scolaire et encourager les jeunes à devenir de véritables acteurs du changement face aux défis environnementaux auxquels le pays est confronté. L'organisation citoyenne Groupe Combit a officiellement lancé le guide Combit, un document destiné à promouvoir la participation citoyenne et le développement communautaire en Haïti. Les responsables du mouvement ambitionnent de mobiliser plus de 1 million de personnes au cours des 10 prochaines années. Actualité internationale. Au Soudan du Sud, le programme alimentaire mondial fait face à d'importantes contraintes financières. Selon les Nations Unies, plus de 56% de la population est confrontée à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le PAM se dit particulièrement préoccupé par le sort des populations vivant dans des zones difficiles d'accès où la faim et la malnutrition risquent de s'aggraver. Parlons climat dans ce journal. La saison cyclonique 2026 débute officiellement ce 1er juin dans l'Atlantique et prendra fin le 30 novembre prochain. Selon les prévisions, l'activité cyclonique devrait être inférieure à la normale cette année sous l'effet du phénomène El Niño. Les spécialistes rappellent toutefois que la Caraïbe demeure exposée au risque cyclonique et invitent les populations à maintenir les mesures de préparation et de vigilance. Ici, pour fin cette édition de Regard Humanitaire. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Une production de Radio Télémoussa 93.7 et en ligne avec l'appui de la Fédération haïtienne des associations de médias et de journalistes pour la défense des droits humains, FAMEJOUD. Le journal vous a été présenté par Max Evan Seïd. Technique, regardez Joseph, Mackenzie Lisma, Max Harry filmé. Reportage, Fredine Destin, Mackenzie Devaris et Mackenzie Frontal. Rédaction, Paul Tino Joseph et Picard Emmanuel Thérapie. Réalisation, Unifontal. Le prochain rendez-vous avec Regard Humanitaire, c'est à la 8e. Toutefois, l'information reste en continu sur nos réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes numériques et à travers les médias partenaires de la FAMEJOUD sur tout le territoire national. Au nom de toute l'équipe de rédaction, je vous dis merci de votre confiance. Bonsoir.